podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je reçois un champion de course verticale. Il a fait 19 courses verticales cette année. C'est la première fois que je reçois une personne 3 fois sur le podcast. En plus, il fait partie de Team Estrie. C'est vraiment une fierté que couru à l'international beaucoup cette année. Donc, Rémi Leroux, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis bienvenue sur le podcast. Merci à toi. Toujours un plaisir de jaser avec toi sur le podcast. Yes, merci beaucoup. Écoute, Rémi, vu qu'on a fait d'autres épisodes avant, on va rentrer pas mal dans le crunch du sujet. Fait qu'on va parler vraiment de ta saison plus actuelle. Écoute, Rémi, comment que la course verticale s'est pointée, puis comment que tu as découvert cette passion-là pour toi? En fait, ouais, ça a été pas mal un hasard, là, je vais essayer de faire une histoire courte de ça, là, mais dans le fond, quand j'ai commencé la course en trail en 2017, je me suis tout de suite lancé sur les longues distances, là, sur les ultramarathons, parce que c'était pas mal juste ça que je connaissais quand je regardais les médias ou quand Ben, je c'était ça regardais, la mettons. mode aussi, hein? Les 50 Ouais, km puis tout ça, là. je pense surtout, spécifiquement en Amérique du Nord. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'en Europe, c'est pas vraiment le cas, là, mais en Amérique du Nord, c'est comme l'accent est beaucoup mis sur les 100 miles. Ouais, Puis, tu sais, même en bas de 50 km, c'est comme si c'est une étape pour ensuite faire des ultramarathons. Fait ouais, que ouais, je pense ouais, que ouais. à cause de ça, quand j'ai commencé la course en trail, ben, tout de suite, je me suis lancé sur des 50 km et plus. Puis là, ça a été par pur hasard l'année passée, en préparation pour un ultra, j'ai décidé de participer à une plus courte course, en fait, ça avait lieu au New Hampshire, le Loon Mountain Race. Ouais, L'année ouais. passée, c'était les championnats américains de course en montagne. Fait que ça, c'était une course, tu sais, verticale, pas mal juste en montée, qui a duré seulement 50 minutes. Puis cette course-là, pour moi, ça a été vraiment une révélation, là, en fait, là. C'est cette journée-là que j'ai réalisé que, à la fois, c'est probablement sur ce genre de format de course-là que j'ai le plus de potentiel, mais aussi que j'ai vraiment apprécié le plus. Tu sais, j'ai vraiment aimé mon expérience de faire la course. Tu sais, je pense qu'en rétrospective, quand je regarde toutes les ultras que j'ai fait, mettons, en 2017 jusqu'à début 2022, là, où si je me concentrais plus sur des ultras, je réalise que j'étais rarement vraiment excité à participer à des compétitions. Tu sais, je suis toujours attiré par les longues distances, mais pour moi, je vois plus les longues distances comme une aventure, je m'en vais explorer, mais le fait de faire une compétition sur ce genre de distance-là m'intéresse un petit peu moins. Parce que moi, tu sais, quand je m'inscris à des courses, c'est pour, tu sais, c'est pour aller chercher justement l'élément de compétition puis vraiment me donner à 100%. Je pense que sur les ultramarathons, je ressentais moins ce sentiment-là. Mais quand j'ai fait justement Blue Mountain Race, les championnats américains l'année passée, j'ai vraiment ressenti ce sentiment-là parce que tu sais, toute la course, tu es constamment en train de compétitionner contre d'autres coureurs, puis ça te vraiment pousse à tes limites à 100%, là, puis tu finis la ligne d'arrivée, puis tu es comme, man, j'aurais pas pu faire ça 10 secondes plus vite si j'aurais voulu. Là. Fait que ça, j'ai vraiment comme eu la piqûre des plus courtes courses en montagne. Puis là, plus tard cette année-là, l'année passée, j'ai eu l'opportunité de participer au championnat du monde en Thaïlande de course en montagne. Fait que j'ai fait le vertical et le parcours up-down. Puis encore une fois, ça a été vraiment une confirmation que c'est sur ce genre de format-là que je suis le meilleur, mais aussi que c'est ce genre de format-là que j'aime le plus. Fait que ça a été comme l'indicateur, la confirmation que cette année, en 2023, je voulais vraiment me concentrer sur ce genre de format de course-là. Puis ce genre de format de course-là, ben, c'est pas mal juste en Europe que ça se passe. Fait que Ouais. cette année, c'est ça, tu sais, comme tu as dit, j'ai participé à 19 compétitions, puis je pense 15 d'entre elles étaient en Europe. Fait que j'ai passé pas mal de temps en Europe. Puis, comment tu as découvert que tu avais une force spécifique plus dans les montées que les descentes? Ben, en fait, je pense que je suis pas si pire que ça dans les descentes quand c'est pas technique, là, parce que en fait, qu'est-ce qui distingue le format course en montagne? C'est que généralement, en fait, c'est des parcours avec un fort ratio dénivelé-distance. Euh, mais un des autres éléments de la course en montagne, c'est que c'est généralement pas très technique.
Ça, c'est quelque chose qui m'avantage quand même beaucoup. Cette année, la majorité de mes courses étaient des verticales, puis que c'était des courses qui étaient seulement en montée. Euh, mais ce que j'ai réalisé cette année, c'est que quand il y a des courses aussi avec des descentes, je suis quand même pas si pire si les descentes sont pas techniques. Mais c'est ça, c'est juste que la majorité de mes courses, c'était quand même des verticales, parce que quand c'est vertical, ben, tu as moins d'impact. Donc, le temps de récupération après, il est beaucoup plus rapide. Fait que c'est justement à cause que la majorité de mes courses étaient seulement en montée que j'ai pu faire autant de compétitions que j'ai faites. Parce que si chacune de mes courses, il y aurait eu des montées et des descentes, ben là, c'est sûr que j'aurais pas survécu à ma saison, là. Ouais, puis en plus aussi, la beauté de ces courses-là, c'est que tu peux en faire plus qu'une dans une semaine. Parce que c'est comme un entraînement pour toi pour les prochaines. Ouais, exactement. Ouais, c'est un effort à bloc à 100% que tu fais à chacune des courses. Puis effectivement, ça fait en sorte qu'entre chaque semaine, ben, tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Tu touches un peu à du volume, tu touches un peu à de l'intensité, mais ton gros entraînement, tu l'as fait à la course précédente. Puis effectivement, étant donné que la majorité des courses sont verticales, tu n'as pas mal aucun impact. Fait que, oui, tu es vraiment fatigué, là, genre la journée d'après, mais musculairement, tu es complètement correct. Là. Il y a beaucoup de courses verticales que la journée après, musculairement, mes jambes, j'étais à 100%. Là. Puis en fait, justement, il y a beaucoup de courses où c'est que j'ai fait comme un double. Fait que, mettons, le samedi, je faisais un vertical. Là, le dimanche, ben, la même organisation organisait une deuxième course qui était un parcours, mettons, classique up-down, où c'est que tu avais une montée et une descente. Mais le dimanche, c'est sûr que, bon, comme je disais, tu as quand même un certain niveau de fatigue, là, juste de fatigue générale. Mais musculairement, ça ne m'a jamais vraiment affecté tant que ça, le fait que j'avais fait un vertical la journée d'avant. OK, OK. Puis, ça ressemble à quoi, mettons, pour toi, une semaine? Disons, là, on va prendre un exemple clé, là, parce que tu me racontais que tu as fait, je pense, 7 courses en 8 semaines, un certain bloc cet été. Ouais, ouais. Puis, mettons, là, une semaine pour toi, là, que tu vas avoir une compétition le samedi, ça va ressembler à quoi une semaine d'entraînement pour toi? Ouais, ben en fait, j'ai fait très peu de volume pour moi, là. Je pense que pas mal tout le temps que j'étais en Europe, j'ai fait en moyenne entre 70 à 90 kilomètres pour, mettons, 7-8 heures d'entraînement par semaine, ce qui est, pour certaines personnes, je suis sûr que c'est beaucoup, là, mais pour moi, c'est vraiment peu, là. Quand je suis vraiment dans mes grosses semaines d'entraînement, souvent, je vais aller à plus de 15 heures d'entraînement. Mais fait que non, généralement, ce que je faisais, c'est que la journée après ma course de la semaine précédente, en fait, je courais chaque jour. Je prenais jamais des journées off. Je pense que c'est quand même important de toujours bouger ton corps, même quand tu es en train de récupérer. Fait que la journée après, souvent, j'allais pour un jog très relax, 40-60 minutes. Deuxième journée après, 2 jours après ma dernière course, là, j'en profitais pour aller explorer un peu plus. C'était que j'étais quand même en Europe, là. Fait que, j'avais la chance d'avoir un terrain de jeu absolument formidable, là. Fait que cette deuxième journée-là, j'en profitais pour faire une sortie un petit peu plus longue. Généralement, c'était pas plus que 2 heures, mais au moins, ça me permettait d'aller voir des sommets qui m'attrayaient vraiment là, dans la région. Puis après ça, c'était une journée intensité, une journée relax, une journée intensité, une journée relax, jusqu'à temps que je fasse ma course. Fait que quand je dis une journée d'intensité, c'est des intervalles. C'était jamais des trop gros entraînements parce que ma dernière course, c'était mon gros entraînement d'intensité, mais juste pour toucher un peu à de la vitesse, peut-être faire un entraînement plus spécifique à ce qui m'attendait la semaine d'après. Fait que si, mettons, dans la semaine d'après, je savais que, OK, ben, j'allais avoir des sections que ça allait être des montées très, très à pic, ben là, peut-être que mon mini-entraînement d'intensité la semaine d'avant, là, ben, OK, ben, je vais faire ça exactement, encore une fois, je vais faire ça sur du terrain très semblable à ça, sur un terrain très à pic. Fait que OK. c'est juste de toucher un peu à tout, toucher un peu à du volume, toucher à une sortie peut-être un peu plus longue, toucher un peu à de l'intensité. Puis je pense que ça m'a vraiment aidé. Puis c'est ça, je pense que c'était quand même important de ne pas trop en faire non plus, là, parce que, Pour avec te les courses que tu préserver, fais, là. ouais, c'est ça, exactement. Mais je suis quand même surpris de voir comment j'ai pu conserver ma forme tout au long de cette période-là. Parce que moi, je me serais attendu au début de l'année que, rendu lors de mes dernières courses, là, j'allais juste plus être capable de pousser. Parce que, à un moment donné, là, quand tu te mets à bloc à chaque semaine, à un moment donné, tu vas plus être capable de le faire. Mais étonnamment, ça a pas mal marché toute la saison. Fait que non, je suis vraiment agréablement surpris de voir que ça a fonctionné.
C'est quoi pour toi la clé de la bonne récupération? Euh, je pense que la clé, en fait, c'est ce que je fais en préparation pour cette saison-là. Parce que dans ma préparation, là, je fais beaucoup de volume, je fais beaucoup d'entraînement. Je fais beaucoup d'entraînement d'intensité aussi, là. J'ai commencé à faire cette année des double threshold. Ça veut dire que je vais faire. Il y a des journées que, mettons, une fois par semaine, je fais un entraînement intensité le matin. Fait que, mettons, des intervalles, on va dire, je sais pas moins, 10 fois 3 minutes intenses. Et là, l'après-midi, ben, je refaisais une autre séance d'intensité euh, très similaire à ça. Là. Par exemple, on va dire 4 fois 8 minutes, très intense. Puis je pense que justement, d'avoir ma préparation des semaines aussi, que ben, tu te mets vraiment aux limites de ton corps, ben, ça te prépare à que justement, quand tu fais des compétitions, ben, tu es capable de récupérer assez facilement de ça. Parce que c'est sûr que si je serais arrivé à ces 8 semaines de compétition-là, mais bon, en préparation pour ça, j'aurais pas fait grand-chose, ah ben là, c'est sûr que après 2, 3 courses, là, j'aurais été complètement démoli. Ah Fait ouais, que ouais, c'est clair. Puis sinon, est-ce que tu faisais de la musculation spécifique pour ça? En non, en fait, préparation, non? moi, je suis bien fort sur. En fait, moi, toutes les affaires, genre nutrition, tu sais, alimentation, euh, ouais, hydratation, là, toutes les affaires, tu sais, masso, tu sais, tu me demandais avant le podcast si je voyais un physio ou masso, puis tout ça. Moi, je pense que je suis assez old school dans mon approche, que je suis vraiment pas trop attentif avec ces affaires-là. Je pense que les grands facteurs qui déterminent comment tu performes, c'est vraiment. En fait, le plus gros facteur, c'est vraiment comment tu t'entraînes. Puis je Ouais. pense que pour moi, c'est déjà un assez gros, je veux pas dire un stress, là, mais ça demande beaucoup d'éducation puis de discipline pour t'entraîner. Que je pense que si en plus de ça, j'ajouterais comme un plan d'alimentation puis ajouter plein d'autres facteurs comme ça, je pense qu'à un moment donné, ça deviendrait quasiment un peu trop pour moi. Ou Fait que trop j'aime mieux lourd un pas. peu à gérer? Ouais, c'est ça. Fait que j'aime Ouais, mieux ouais. comme pas trop dépenser d'énergie là-dessus, puis vraiment focuser sur tu sais, mes entraînements, puis c'est ça. À date, ça fonctionne. Puis alors, corrige-moi si je me trompe, mais c'est toi qui fais tes propres plans d'entraînement aussi? Ouais, je dois dire que je suis grandement influencé par David Jecker. OK. Tu sais, moi, je suis vraiment intéressé là, par la science du sport, puis lui, c'est le geek genre numéro un du Ouais, sport, ouais, ouais. je pense, je dirais au Québec, là, spécifiquement là, à la course à pied, course en trail ou course en montagne. Fait que non, c'est ça, je me réfère beaucoup à lui pour certains principes d'entraînement. Si j'ai des questions, par exemple, l'adaptation à la chaleur, moi, j'utilise beaucoup la fréquence cardiaque lors de mes entraînements, puis euh, je dirais que je suis beaucoup influencé par lui, mais oui, à la base, c'est moi qui fais mes propres plans d'entraînement, ouais. OK, OK, super. Puis, là, tu me disais, dans le fond, qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller faire ces courses-là en Europe? C'est qu'il n'y a pas vraiment l'accessibilité à ce circuit-là au Québec ou en Amérique du Nord. Exactement, il y a quelques courses qui existent, mais en fait, moi, je voulais, mais les plus grandes courses, les courses principales de course en montagne, c'est vraiment en Europe que ça se passe. Puis plus spécifiquement, moi, je voulais vraiment participer sur le circuit de la Coupe du monde de course en montagne. Fait que ça, c'est comme le circuit, ben c'est ça, justement, c'est la Coupe du monde là, de course en montagne, fait que c'est le plus grand circuit qui existe pour le genre de format qui m'intéresse moi. Puis cette année, je pense que c'est 10 événements qu'il y avait, puis 9 de ces 10 événements-là avaient lieu en Europe. Fait que OK. j'avais comme pas vraiment le choix là, d'y aller là-bas. Fait que j'ai fait comme 2 voyages. J'ai fait un premier voyage de début juin jusqu'à la mi-juillet. Puis ensuite, je suis retourné en Europe pour tout le mois de septembre jusqu'à la mi-octobre pour participer principalement à des courses qui faisaient partie de cette Coupe du Monde, mais il y a quelques autres courses là, que j'ai faites qui étaient à part de cette série-là. Puis, j'imagine que le calibre, vu que les courses comme ça sont plus spécifiques là, est probablement plus élevé aussi qu'en Amérique du Nord. Ah oui, définitivement. Définitivement, ça c'est clair. Les deux grandes forces, vraiment, les deux pays qui dominent le sport de course en montagne, c'est le Kenya puis l'Italie. C'est vraiment OK. en fait, l'Italie, la culture de course en montagne est vraiment grande, là, puis plusieurs des courses sur la Coupe du Monde ont lieu en Italie. Mais non, c'est un calibre qui est très, très relevé. Je pense que c'est très peu médiatisé. Puis ça, je pense que c'est Ouais. quelque chose que à la fois j'aime, puis en même temps,
Je pense qu'il me désavantage un peu. Je pense que j'aime ça parce que ça rend les événements vraiment plus Plus old school, underground. plus Ouais. underground, genre Plus à la roots un peu. Team un peu. Ouais, ben vraiment, tu sais, c'est vraiment fascinant. Tu sais, il y a des courses que j'ai faites que, à mon avis, c'était parmi les courses vraiment les plus compétitives, toutes distances confondues. Mais tu sais, l'organisation, tu sais, c'est vraiment cool. Tu sais, c'est une organisation locale. Tu sais, c'est un gars que ça fait 40 ans qui organise la course. Puis, tu sais, c'est pas, tu sais, t'as pas de feu d'artifice, t'as pas 10 000 caméras partout. Euh, C'est pas l'UTMB. non, non, vraiment pas, c'est ça. Tu sais, aucunement présent sur les réseaux sociaux, Ouais, tu sais, ouais. rien de ça. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Fait qu'à la fois, j'aime ça que ce soit comme ça. D'un autre côté, pour quelqu'un, tu sais, qui veut développer sa carrière, c'est sûr que je pense que ça me désavantage, là, parce que, tu sais, mettons, les commanditaires, eux, ce qu'ils veulent, c'est la visibilité. Puis, vu que c'est très peu médiatisé, notre sport, le sport de la course en montagne, là, spécifiquement, ben, c'est sûr que ça me désavantage, mais, ouais, c'est ça. Mais pour toi, en fait, aussi, tu as appris ta valeur, tu sais, au niveau du mondial. Puis ça, je pense que ça compte pour beaucoup. Ouais, ben, je suis vraiment content. Tu sais, on s'en parlait avant le podcast. Avant cette année, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre parce qu'à Ouais. part les championnats du monde que j'avais fait l'année passée, j'avais pas vraiment de repères sur comment je me situais par rapport à la compétition internationale. Fait que ça a été vraiment ça a été vraiment une belle surprise de voir que j'ai pu performer autant là, tout au courant de l'année. Puis, ouais, non, ça a été vraiment j'étais vraiment content là, de comment j'ai performé. Ouais. Puis moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'était ta consistance. Tu sais, je te suivais beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis bon, OK, quatrième, deuxième, au premier. Tu étais toujours dans le top 5, là. Ouais, ben, c'est ça que j'essayais vraiment de me dire. C'est que je pense que ça aurait été facile pour moi lors des compétitions de me dire, OK, bah, cette semaine, c'est peut-être pas ma journée, je vais pouvoir me reprendre la semaine prochaine. Mais j'essayais vraiment, puis tu sais, je me disais vraiment à moi-même, chaque compétition tu sais, chaque compétition est indépendante, puis chaque compétition, c'est une opportunité pour performer. Fait que j'essaie vraiment de voir chaque course comme si c'était ma dernière. Comme si, tu sais, je sais pas, puis ça aurait très bien pu arriver que, ben, peut-être qu'après la course, je sais pas moi, je serais blessé puis j'aurais pas pu faire une autre course de la saison. Fait que j'essaie vraiment d'approcher chaque course comme étant une course et non une parmi tant d'autres. Fait que ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Puis c'est ça, comme tu sais, je t'avais dit tantôt, tu sais, la façon que je planifiais mon entraînement, tu sais, je faisais pas n'importe quoi. Là. Après chaque course, tu sais, je m'assurais de tu sais, prendre le temps de bien planifier mes choses pour m'assurer de récupérer puis être prêt pour la prochaine. Puis, tu penses-tu que c'est quelque chose qui a boosté ta confiance pour le futur? Ah ouais, c'est sûr. Ouais, c'est Ouais, sûr que oui. clairement, hein? Je pense que la plus grosse surprise pour moi, ça a été de voir sur les courses avec des descentes non techniques comment j'ai pu quand même bien compétitionner. Je pense que tu sais, sur le vertical, ouais, je l'ai su assez rapidement cette année que je suis quand même assez bon là, sur les courses verticales, là, mais c'est ça, je le savais un peu. Mais j'ai été étonné de voir, surtout dans cette deuxième partie de compétition, là, genre en septembre, là, j'ai fait quelques courses qui avaient des descentes, puis c'était parmi mes meilleures courses de cette année. Fait que ça, j'étais quand même étonné, puis agréablement surpris de voir que même quand il y a la descente, je suis capable d'être quand même compétitif. Puis, est-ce que c'est les mêmes compétiteurs qui font les deux événements ou pas toujours? Ça dépend. La plupart du temps, oui. La plupart du monde vont décider de faire le double vertical. Puis, ben, il n'y a pas toujours là, deux courses offertes. Dans le Ouais, fond, ouais, ouais. il y a des étapes de la Coupe du Monde que c'est seulement une course, mettons le dimanche. Mais tu as d'autres semaines que ben, tu vas avoir un vertical le samedi, puis ensuite un parcours classique up-down, mettons le dimanche. Parce que c'est en fait juste, c'est pour ceux qui nous écoutent, mettons, là, il y a comme trois types de courses de la Coupe du Monde. Un parcours vertical, fait que ça, c'est juste en montée. Fait que généralement, ça, c'est 1000 mètres de dénivelé. Ensuite, tu as un parcours classique. Fait que ça, c'est up-down. Fait que généralement, c'est juste une montée suivie d'une descente. Puis ensuite, tu as le type long. Long, c'est relatif, là, surtout pour ceux qui viennent de l'ultra, mais c'est généralement entre 20 à 35 km. Je pense que 35 km, c'est la plus longue, là, Sierre-Isinal, en Suisse, qui fait partie de la Coupe du Monde. Mais ça, c'est pas mal le plus long qu'on va retrouver là, sur la Coupe du Monde. Ouais. OK, OK. Super. Puis, euh, vu que tu as été surpris de ton potentiel et tout ça, puis c'est quoi, toi, tes clés, mettons, pour booster ton mindset? Que tu disais à chaque semaine, je voyais ça comme une nouvelle course. Puis, comment
t'avais-tu des trucs que tu as développés ou des choses que tu faisais pour ta préparation mentale spécifique? Euh, oui, j'ai comme deux parties à ça. Je pense que j'essayais toujours de me dire de ne pas penser à la compétition qui était autour de moi et de simplement me rendre à la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Je pense que c'est vraiment facile quand tu fais des compétitions de regarder les coureurs qui sont autour de toi, puis comme être un peu intimidé, de dire hey, voyons donc, je suis en train de courir avec, je sais pas moi, ce Kenyan-là qui a un temps incroyable, mettons, sur 10 km, qu'est-ce que je fais à courir avec lui? Je pense que c'est vraiment facile quand ça arrive de dire OK, je devrais peut-être ralentir un peu, là, puis revenir à ma place. Mais j'essaie vraiment de me dire chaque compétition, c'est comme juste fais ta propre course, puis rends-toi à la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Puis je pense que c'est la seule façon qu'on peut vraiment se surpasser, puis vraiment aller au-delà de ce qu'on pensait qu'on était capable de faire. Fait que ça, c'est comme la première partie de ma réponse. Deuxième partie de ma réponse, c'est que moi, je suis quelqu'un qui se fie beaucoup à la fréquence cardiaque. Puis la fréquence cardiaque, ben, c'est une manière très facile de voir euh, à quel point est-ce que tu es proche de ton maximum. Fait que, par exemple, en fonction là, de la durée de chacune des courses, mais je savais environ si je voulais faire un effort maximal autour de quelle fréquence cardiaque je voulais me situer. Fait que la plupart du temps, j'utilisais pas la fréquence cardiaque genre faut pas que je dépasse tant. Mais plus genre il faut que je sois au-dessus de tant. Je sais pas OK, si tu ouais, comprends ce ouais, que je ouais. veux dire, dans le Ouais, sens que ouais, ouais, il fallait pas j'utilisais surtout la fréquence cardiaque pour me permettre c'est ça, pour m'assurer de ne pas partir trop lentement. Parce que si je voyais ma fréquence cardiaque, des fois, tu peux avoir l'impression d'aller d'aller vraiment vite puis d'être à bloc. Mais là, je regarde ma fréquence cardiaque, puis je comme, ouais, je suis seulement à 165, puis je sais que je serais capable d'être à 175. Fait que là, c'est comme, ben non, c'est juste dans ma tête, là, je suis capable d'aller plus vite. Puis là, ben, je pense que ça m'a sauvé dans quelques courses parce que, c'est comme, peut-être que ma tête, elle voulait pas aller plus vite, mais quand je voyais ma fréquence cardiaque, ben là, j'étais capable de me convaincre que, ben non, en fait, je sais que mon corps, physiquement, il est capable d'aller plus vite. Fait que let's go, on passe ça. OK, OK, excellent. Puis ça, comment tu as fait pour apprendre ces barèmes-là? C'est en entraînement, j'imagine? Ben justement, tu sais, je parlais de David Jekyll tantôt, ça, il a été une ressource exceptionnelle pour ça. Fait que pas mal tous mes apprentissages là, en lien avec la fréquence cardiaque, c'est grâce à lui, là, en fait. Plus précisément, c'est la fréquence cardiaque en lien avec le taux de lactate dans ton sang. Là. Oui, Pour oui, faire oui. ça, tu sais, grosso modo, là, à un certain point, à une certaine fréquence cardiaque, le taux de lactate dans ton sang commence à augmenter vraiment là, exponentiellement. Puis généralement, on essaye de rester juste avant que justement cette augmentation de lactate survienne. Fait qu'en restant juste avant ce point-là, ben, ça te permet de, tu sais, oui, tu es vraiment proche de ta limite, mais en même temps, tu ne crées pas trop de lactate. Puis, dès que tu crées trop de lactate, ben là, c'est là que tu peux vraiment exploser puis ruiner ta course. Fait que l'objectif, c'est comme de rester juste en bas là, de cette limite-là. Le seuil de la progression, un peu comme quand tu planifies une saison, tu essaies d'être dans le jaune, mais c'est parce que tu veux une progression, mais tu veux pas être dans le rouge non plus pour banquer ou. Non, c'est ça, c'est ça, ouais. Toujours une gestion là, assez fine là, qu'il faut faire parce qu'effectivement, tu peux être trop battements trop vite, puis oh, là, tu viens de ruiner ta course, mais aussi le contraire, si tu es trop battements plus bas que qu'est-ce que tu devrais être, ben peut-être que tu vas finir par faire une minute de moins que Ça ton peut être, potentiel. ça peut être si précis que ça? Ah oui, moi je le sais très bien, là. Des fois, je peux être à 172 battements par minute, là, puis c'est comme, man, si je veux monter à 175, il faut vraiment que tu pousses vraiment significativement plus fort pour atteindre cette intensité-là. Fait que surtout dans les hautes intensités, là, chaque battement par minute, là, c'est difficile d'aller chercher. Là. OK, OK, super. Puis, est-ce que tu as fait des entraînements aussi d'intervalles sur route, sur piste? J'en fais parfois, mais vraiment pas souvent. Ma philosophie derrière ça, c'est que je pense que le plus important, c'est quand tu regardes ton année au complet, c'est juste d'accumuler beaucoup d'heures de volume et d'intensité. Puis moi, je sais que faire des intervalles sur route, sur piste, c'est quelque chose que j'aime pas vraiment. Fait que je sais que si j'en faisais, mettons à chaque semaine, probablement que, même si je sais que ça m'aiderait là, d'en faire, là, je pense que probablement que si j'en faisais trop régulièrement,
ben, je perdrais la motivation, puis que ultimement, ça me causerait à juste moins Ouais. accumuler d'heures au bout de l'année d'intensité. Ah, je te comprends tellement. Ouais, ouais, ouais. Fait que Ouais, puis c'est tu comme veux un peu un garder, compromis, là. c'est ça, tu veux garder tu veux rester dans le fun zone, c'est ça qui est le plus Ouais. important aussi, Ben, c'est ça, je au pense que final. c'est exactement ça, tu sais, c'est trouver une manière, le fun, de s'entraîner, mais en gardant quand même les principes de base de, bon, faut quand même, tu sais, à un moment donné, il faut quand même faire du volume, il faut faire de l'intensité, mais comment est-ce que je peux trouver une manière où c'est que j'ai du plaisir à faire ça? Puis pour moi, la façon de faire ça, c'est mes journées relax où c'est que je jogue, ben, le plus possible, je m'en vais explorer les montagnes. Les journées où c'est que je fais de l'intensité, ben, moi, j'aime ça faire des intervalles en montée. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui aime ça, mais moi, j'aime vraiment ça. Fait que c'est principalement là, 90% de mes entraînements à l'intensité, ça va être des intervalles en montée. Puis, comment tu fais pour trouver une journée que tu n'es pas motivé, mettons, là, comment tu fais pour trouver cette motivation-là, même si c'est moins présente, parce que tu sais que tu as un planning de saison qui s'en vient, mais là, c'est une journée plus paresseuse, mettons. T'as-tu quelque chose qui t'aide à te motiver? Ben, je pense que le fait que moi, j'essaie que la course à pied devienne de plus en plus ma job, genre, en quelque sorte. Fait que j'ai un peu Ouais, cette ouais, ouais. approche-là aussi, un peu. Je pense que dans n'importe quel travail, il y a des journées que ça ne tente pas, mais à un moment donné, il faut que tu le fasses. Fait que Ouais. j'ai quand même cette approche-là aussi avec la course à pied de temps en temps. Mais honnêtement, c'est assez rare que ça m'arrive, surtout l'été. L'hiver, ça m'arrive plus souvent, mais l'été, là, tu sais, je pense, à un moment donné, tu fais. Des fois, ça arrive, tu es comme, ah, ça me tente pas, mais là, c'est comme. Faut comme que tu te pinces un peu puis tu te dis, come on, là, genre, pourquoi ça me tente pas? Tu sais, je m'en vais courir en montagne, là, tu sais. Il n'y a rien de plus beau, tu sais, je suis pas blessé, je suis pas malade, tu sais, j'ai Ouais. l'opportunité de faire ça. Je veux dire, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça me tenterait pas en ce moment, là? Fait que, Ouais, puis c'est sûr qu'au niveau que tu es rendu, comme tu dis, tu essaies que ça devienne ton plan A de carrière. Je mhm. pense que penser à ça pour toi, c'est vraiment une bonne motivation. Ouais, ouais, non, définitivement. Mais comme tu dis, c'est sûr que tu sais, c'est pas toujours facile, mais je pense qu'à un moment donné, c'est juste, tu as une routine, puis des fois, tu te poses juste plus de questions, là. C'est Ouais, c'est juste, clair. fait que c'est ça que je fais à chaque matin, fait que c'est ça qui va arriver, peu importe qu'est-ce qui arrive, là. Fait que ça sert à rien de penser, ah, ça me tente pas, ça me tente pas. Tu vas y aller quand même. Fait que juste, tu sais, vas-y. OK. Puis on parlait de mindset tantôt, là. Y a-tu des livres, des écrits que tu as lus qui ont été vraiment des bonnes sources d'inspiration pour toi? Euh, J'essaie de penser, il n'y a rien qui me vient en tête d'un point de vue mental, là. Ouais, Y a ouais, rien ouais. qui me Ben, vient je en me tête. rappelle que le livre de Killian Jarnett que j'avais vu que tu as Ouais, déjà publié, là, ouais, ouais, que Training tu for the parlais. Uphill Athlete. En Ouais. fait, j'étais en train de penser à ça, mais je dirais que c'est plus, c'est ben, c'est plus, mettons, sur la science du sport, là, tu sais, l'entraînement du sport et non, je pense, la préparation mentale. Mais je pense que qu'est-ce qui m'a aidé, ça a été beaucoup mon coach de tennis quand j'étais plus jeune. Parce Ah qu'avant ouais? de faire la course à pied, je jouais au tennis, puis j'avais un coach, puis lui était vraiment fort sur la préparation mentale, justement. Puis ça me fait penser là, à une de mes courses cette année. C'était une course qui était en Espagne, là, une course verticale. Puis cette journée-là, j'avais des sensations vraiment terribles. Ça allait vraiment pas bien. Là. Après 30 secondes là, après le départ, je me sentais vraiment pas bien. Puis je savais que ça va être une course vraiment difficile. Mais je me suis rappelé, mettons, des leçons que lui m'avait apprises. Puis il m'avait dit, je me rappelle qu'il m'avait dit dans le passé, si tu joues un match de tennis, puis tu sais, à un moment donné, tu sais, au tennis comme en course à pied, tu sais, il y a des journées que ça va juste moins bien, puis tes sensations sont pas très bonnes. Il m'avait dit, ben, ce qui fait un champion, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une mauvaise journée, comme mettons, tu as des mauvaises sensations, mais d'être capable de tourner ça puis d'avoir un bon résultat au bout de la ligne. Fait que, mettons, de gagner un match quand tu as des mauvaises sensations. Fait que je me suis vraiment rappelé de ça pendant la course. Ouais. Puis ça a marché parce que vraiment, la course a été affreuse, là. J'avais le goût de sang dans ma bouche là, du début jusqu'à la fin, puis Ouf. j'étais en hyperventilation, ça allait vraiment pas bien. Mais j'essayais juste de me dire, alright, ce qui fait un champion, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une bonne journée, même d'avoir un bon résultat, même quand tu as une mauvaise journée. Euh, Fait que, tu sais, je pense que mon coach, ça a été une grande inspiration là, pour le côté mental du sport, puis de vraiment tu sais, fighter pendant la course. Ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Là. Mais ça, je pense que ça vient vraiment de moi-même. Là, tu sais, c'est la motivation vraiment intrinsèque. Là. Mais surtout pour ce genre d'événements-là, comme ça aussi, que tu sais,
très souvent, il faut vraiment que tu te battes pour chaque seconde là, parce que les positions sont très serrées à la ligne d'arrivée. Ben, je pense que c'est ça. Il faut vraiment que tu sois capable de comme fighter là, puis de vraiment vouloir là, aller chercher chaque seconde. OK, ouais, c'est vraiment, vraiment excellent ça. Puis, tu sais, pour les ultramarathoniens qui nous écoutent présentement, c'est un peu le sprint, si on veut, des ultramarathons, tu sais. Fait que c'est. Ouais, ben Ben, c'est. sprint, façon de parler, mais je veux dire, c'est des courses de moins d'une heure, de 40 minutes à 50 minutes, plus ou moins. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est complètement différent. Tu sais. Ben, moi aussi, tu sais, je faisais des ultras avant, puis non, la gestion de l'effort, c'est un autre monde totalement. Là. En ultramarathon, tu sais, tu commences une course, puis t'es souvent là, genre, oh mon Dieu, OK, Les faut vraiment que je fasse conservateurs. attention, tu sais, c'est Ouais. ça, faut vraiment pas que je parte trop vite. Mais, ah non, en course, Puis moi, course surtout, quand je voyais vos vidéos de départ, ça part à bloc, ah là. ouais, C'est c'est. complètement fou, là. Ben, c'est ça, parce que tu as beaucoup aussi tu sais, t'as beaucoup de stratégies aussi, là. Tu sais, souvent, il va y avoir un pack qui va commencer en avant, mais là, tu sais, il y a des coureurs qui vont lancer des attaques. Tu sais, comme un peu dans le Tour de France, tu sais que, bon, t'as un Ouais. peloton de tête, puis à un moment donné, oh, t'as quelqu'un qui lance une attaque. Fait que, non, c'est ça. Au début, évidemment, tout le monde part super vite parce que tu vas être dans le pack de la tête de course. Parce que si t'es pas dans le pack de la tête de course, puis là, il y a une attaque qui est lancée par quelqu'un, ben, si t'es trop en arrière, tu vas peut-être pas être capable de suivre l'attaque, puis là, ben, il va être trop tard là, si tu veux vraiment finir dans les premiers. Fait que non, c'est ça, ça part vraiment vite. Puis tout le long, il faut vraiment que tu sois vigilant, de regarder les autres. Bon, y a-t-il quelqu'un qui va lancer une attaque? Puis là, s'il y a une attaque, il faut vraiment que tu sois capable de prendre une décision vraiment rapide. Est-ce que j'essaie de suivre ou est-ce que j'essaie de, ah, OK, je vais peut-être. Moi, je pense que c'est trop vite, là. C'est trop risqué faire cette attaque-là. Fait que je vais rester un peu dans le peloton un peu. Fait que, OK. non, c'est une gestion d'effort complètement différente, là, évidemment. Puis sinon, les courses que tu parlais, là, que tu fais une verticale puis une descente, c'est combien de temps environ? Ça varie vraiment beaucoup. C'est ça qui est intéressant, là, c'est que, tu sais, même si ça fait toute partie de la même série Coupe du Monde, chaque course est vraiment unique. Mais généralement, en fait, moi, la course la plus longue que j'ai faite, c'était 1h50. OK. Mais ça, c'était vraiment la plus longue. Sinon, c'était pas mal tout en bas de 1h15. OK, OK. Super. Puis, qu'est-ce que tu faisais pour te pratiquer dans tes descentes? T'avais-tu quelque chose? T'as-tu une routine spécifique pour te pratiquer? En fait, ça, c'est une très bonne question parce que c'était quelque chose que j'étais vraiment inquiet quand j'ai fait mes premières courses qui avaient des descentes. Parce que mon focus principal cette année, c'était vraiment les courses verticales. Puis les courses avec des descentes, c'était plus comme un bonus. Ouais, ouais. En préparation, j'ai fait 0 intervalle en descente. J'avais rien fait pantoute. Puis justement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ma première course que j'ai faite, c'était une course dans les Dolomites en Italie. Puis la première course que j'ai faite qui avait des descentes, vu que je m'étais tellement pas préparé pour les descentes avant, ben après la course, là, j'étais complètement détruit. Là. Mes quadriceps et mes ischio-jambiers, là, c'était l'enfer. Là. Ça m'a pris 4 jours pour être capable de marcher normalement après la course. Ouh. Euh, Fait que non, évidemment, c'est sûr qu'idéalement, il aurait fallu que je fasse quelques entraînements d'intervalle, mettons, en descente, que je fasse des entraînements plus spécifiques pour cette course-là. Mais j'avais décidé de ne pas en faire juste parce que mon focus principal de la saison, c'était sur les courses verticales. Puis aussi, je pense que faire les intervalles en descente, c'est hot, là, parce que tu cours vite puis tout. Mais le risque de blessure, il est comme Pas mal plus significativement plus grand, hein? élevé Ouais, ouais, ouais. ouais, exactement. Il est significativement plus élevé que si tu fais les intervalles en montée ou même sur le plat. Fait que bon, c'était un risque que je voulais pas trop prendre non plus. Ouais, parce que tu voulais, t'as fait ta saison Ouais, complète, puis exact. tu sais, de voir jusqu'où ça t'allais plus te rendre. Puis, ça a été quelle ta course préférée de toute la gang que tu as faite en Europe? Man, ça, c'est tellement tough à dire parce que honnêtement, là, de toutes les courses que j'ai faites, j'ai juste tellement apprécié chacune des courses individuellement. Là. On en parle, on y a touché un peu brièvement tantôt, là, mais ce que j'aime vraiment, puis j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler de ce temps-ci, de, Ouais. mettons, l'UTMB qui est comme une grosse entreprise qui commence à prendre un petit peu trop de place, puis qui met de Ouais, côté ouais. un peu puis, Des qui met bonnes un peu valeurs. c'est ça, qui met un peu de côté les valeurs là, à la racine de notre sport. Ouais. Mais moi, je pense que la Coupe du Monde, ça a été vraiment, c'est un peu comme l'exemple parfait d'une organisation qui a été capable qui aide à professionnaliser notre sport, là, parce qu'ils ils ont un support vraiment bon pour les athlètes élites, mais en même temps, ils ont gardé vraiment les valeurs
d'authenticité, de simplicité qui est à la base de notre sport parce que les organisations de chacune des courses, malgré le fait que, bon, ils doivent respecter quelques règlements pour faire partie de la série Coupe du Monde, ils demeurent quand même indépendantes. Fait que la majorité des courses, c'est comme je disais tantôt, là, j'ai une course que j'ai faite en Slovénie, là, c'était l'organisateur, là, il a créé la course dans les années 70 là, parce que dans ce temps-là, c'était un jeune homme de comme d'une vingtaine d'années. Puis il y avait ses amis qui lui disaient ah, moi, je suis capable de grimper la montagne, là, je suis capable de la grimper en 25 minutes. Puis là, il y avait un autre ami qui lui disait ah, moi, je suis capable de la grimper en 23 minutes. Puis là, ce monsieur-là était tellement tanné d'entendre ses amis dire ça qu'il s'est dit all right, cette fin de semaine, on va vous timer. Fait qu'on on va prendre un chronomètre, puis on va timer exactement en combien de temps vous êtes capable de faire ça. Puis juste de tradition, d'année en année, la course a lieu à chaque année. Puis là, aujourd'hui, je pense, en fait, cette année, je pense que c'était comme la 44e édition là, de la course qui avait eu lieu. Fait que, des organisations très locales de même, où c'est que, clairement, les organisateurs, ils n'ont pas nécessairement l'objectif que leur course devienne la plus grosse au monde ou de faire le plus d'argent possible, mais réellement des personnes qui sont passionnées par le sport. Puis ça, je pense que je l'ai vraiment ressenti là, dans plusieurs des courses que j'ai faites. Fait que d'en nommer seulement une, là, c'est vraiment impossible. C'est vraiment, il y a tellement de courses que j'ai aimées. Là, fait que... Mais je te comprends tellement dans qu'est-ce que tu parles parce que pratiquement toutes les courses que j'ai faites au nord-est des États-Unis, il y a ouais, encore cette vibe-là. Puis je dis définitivement. particulièrement toutes, là, Ouais, ouais. parce que c'est pas vrai, mais tu sais, je vais prendre l'exemple du Vermont, exemple. Oui, ça a grandi parce que les organisations se sont ajustées puis tout, mais ils ont quand même tout le temps le petit côté que tu as ton petit coupon en papier pour un lunch. Tu sais, il y a quelque chose qui est vraiment. Ils veulent rester vraiment indépendants puis quand même un peu hippie dans leur approche. Là. Ouais, ouais, c'est ça, je pense que ça fait partie un peu des valeurs de notre sport. Là. C'est que le but de notre sport, c'est que bon, ben, t'es par toi-même, t'es en montagne, tu fais littéralement le sport où c'est que c'est le plus simple possible, tu as seulement tes souliers puis that's all, là. Fait que, Exact. non, c'est ça. Mais je pense que c'est ça. On en a peut-être perdu un peu de ça avec les grosses organisations, là, si on passe à genre l'UTMB et tout ça. Ouais. Mais c'est ça, il existe encore des courses locales qui ont conservé ces valeurs-là. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Puis, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer puis qui veut devenir vraiment un athlète de plus petite distance d'ultra puis de vertical? Qu'est-ce que tu lui recommanderais puis par où commencer? Euh, ben, ce serait un athlète québécois, je vous dirais de commencer un peu sur le circuit, justement, comme tu disais, nord-est des États-Unis. Nord-est des États-Unis ont quand même quelques courses qui font de ce style-là. Fait qu'ils ont Mont Washington Road Race, Loon Mountain Race, ils ont Mount Ascutney Mountain Race, si je ne me trompe pas. Puis Ouais, ils en ont quelques-unes, là, ils font comme une petite série, là. Fait que moi, je dirais de commencer par là pour ben, premièrement, juste voir si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse. Je pense que c'est une très bonne introduction à ce sport-là. Euh, Maintenant, en termes d'entraînement, je pense que je dirais probablement de ne pas négliger le volume. Je pense que beaucoup de personnes, quand ils s'imaginent les courtes distances, ben, ils s'imaginent, alright, ben, je coupe le volume, je fais juste vraiment, vraiment beaucoup d'intensité. il Mais est un ça faux reste mythe, quand hein? même. Exact, c'est juste, ça reste quand même un sport d'endurance. Tu sais, Ouais. malgré le fait que, ouais, on parle de sprint puis tout ça, là, mais on n'est pas vraiment en train de sprinter, là, on est quand même en train de courir. Là. Ben, ça prend de l'endurance quand même pour courir Oui, un oui. heure de Ben, temps. c'est pas C'est mal pas juste un de deux, l'endurance. c'est pas un 100 mètres, là. C'est ça, exactement. Fait que le volume, ça reste, selon moi, toujours la clé numéro un. Mais évidemment, l'intensité, il faut faire des entraînements d'intensité, mais je pense qu'il faut juste vraiment pas négliger le volume dans tout ça. OK. Ouais, parce que je pense juste au gars qui court, comment il s'appelle? Charles, qui court le 5 Charles km. Philibert Thibodeau? Ouais, c'est ça, qui Ouais, court 5 km super rapide, mais il fait des blocs d'entraînement de 200 km et plus par ouais, semaine. Là. ouais. Fait que c'est un très bon exemple Non, pour faire ce totalement, parallèle-là. effectivement. Tu sais, c'est une course qui dure seulement 12-13 minutes qui fait quand il fait son 5000 mètres. Puis même que lui, il fait autant le 5000 mètres que le 1500 mètres qui est encore plus court. Mais pourtant, le volume, c'est toujours très important. Ouais, ouais, ouais.
Puis, pour changer de sujet un peu, Rémi, là, toi, tu as fait beaucoup de vidéos dans le passé, puis tu en as quand même fait plusieurs aussi cette année. Ouais. Puis, c'était comment faire des vidéos en Europe? Ben, en fait, ouais, c'est ça. Tu dis, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. En Un fait, peu moi, moins, mais tu en as quand même fait ouais, des excellents, là. c'est ça. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup de filmer, c'est surtout de filmer d'autres coureurs, fait que ce soit pendant des courses ou filmer des entraînements de d'autres coureurs. Puis, étant donné que cette année, j'ai tellement fait beaucoup de compétitions moi-même, ben, j'ai pas eu tant d'opportunités de filmer d'autres coureurs. Fait que, en fait, j'ai filmé une course en Italie là, qui était comme un classique up-down le lendemain d'un vertical que j'avais fait. Puis, j'avais décidé de pas faire le double cette fin de semaine-là. Fait que j'ai filmé un peu de ça. Sinon, j'ai juste amené ma GoPro un peu sur des entraînements où c'est que je faisais pendant la semaine, là, où c'est que j'allais explorer un peu là, les montagnes dans le coin. Mais non, c'est sûr que j'ai pas fait autant de vidéos que j'ai fait dans le passé. Là. Si je pense en 2022, là, j'étais vraiment craqué, là, pas mal à À chaque deux, toutes les trois semaines. semaines, Là. hein? Tu Hey, sais, j'allais. il y a une séquence de plusieurs mois que tu as sorti des vidéos Ouais, à ouais. toutes les semaines, si je ne me Puis, trompe tu sais, pas. je faisais vraiment des efforts là, tu sais, pour essayer d'aller chercher des personnes que je connaissais ou même que je connaissais pas. Hey, fais-tu un entraînement, là, j'irais te filmer puis tout ça. Ouais, ouais, Mais ouais. non, cette année, j'ai définitivement slacké un peu là-dessus. Mais non, peut-être cet hiver, tu sais, pour moi, YouTube, ça a toujours, tu sais, faire les vidéos sur YouTube, ça a toujours été juste, tu sais, sans pression. Je sais pas exactement ce que ça va donner, mais je fais ça pour le fun, puis tu sais, ça restera toujours là, puis dans 2 ans, j'ai aucune idée de ce que ça va devenir, mais non, ça m'intéresse toujours. Puis, ouais. Puis, est-ce qu'en Europe, il y a du monde qui connaissait tes vidéos? Il y a quelques personnes lors de mes courses qui m'en ont parlé, des Français. Des Ah Français. ouais, J'avais fait OK. une course kilomètre vertical du Mont Blanc que j'avais faite en juin. Ça, je me rappelle qu'il y a quelques personnes qui m'en avaient parlé de ça. OK, Ça fait que faisait c'est un peu bizarre, là, impressionnant. mais Mais en ben, fait, c'est bizarre dans le ça un sens peu que. la beauté d'Internet. Tu sais, c'est Ouais, exact. international. Ouais, vraiment. OK, super. Puis, sinon, petite parenthèse, Team Estrie, Ouais. ben, ça a été vraiment, vraiment super l'année passée, là. Chapeau Mhm. encore, là. Mhm. Puis je me rappelle, j'avais reçu toi et Elliot avant, un petit peu pour lancer votre projet. Je pense que c'était Mhm. avant votre première course. Je Fait pense que que oui. semblerait qu'il va peut-être possiblement avoir un retour. Oui, ben, on n'était pas certain, en fait, principalement à cause de moi, parce que, en fait, moi, je viens tout juste d'aménager à Waterloo, là, en Estrie, mais je n'étais OK. même pas sûr que j'allais être en Estrie pendant cet hiver, fait que ça aurait peut-être compliqué un peu les choses. Mais oui, définitivement, ça va revenir. On veut conserver le format de course en présentiel, fait que ça, c'est sûr que ça va rester. Mais on est aussi en train de planifier un petit quelque chose de plus, là. J'ose pas trop en dire davantage là, maintenant, là, mais on a un petit projet là, on the side là, qu'on va vouloir dévoiler là, dans les prochaines semaines là, avant décembre. Parfait. Puis le meilleur endroit, de toute façon, pour vous suivre Team Estrie, c'est sur Instagram. Ouais, exactement. Instagram, Team Estrie, ouais. OK, OK, parfait. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour cet hiver et 2024 au plan personnel, coureur de plus en plus professionnel, là? Ouais, ben, en fait, moi, j'ai fini mes études l'année passée pour devenir enseignant d'éducation physique. Fait que OK? fort probablement que cet hiver, je vais faire de la suppléance. Je vais peut-être coacher aussi le tennis, là. J'ai coaché pas mal le tennis dans le passé. Fait que, tu sais, j'ai pas mal juste de revenir au Québec. Fait que c'est encore un peu ouvert, là, exactement qu'est-ce que je vais faire pour les prochains mois. Mais oui, ça va être essayer d'économiser le plus d'argent possible, puis l'année prochaine, probablement refaire quelque chose de similaire que j'ai fait cette année. Fait que retourner en Europe, compétitionner encore une fois sur le circuit de la Coupe du Monde. Faut quand même dire que quand je participe à ces courses-là, j'ai quand même tu sais, je reçois quand même un support financier, là. C'est pas comme si ça me coûtait de l'argent tant que ça pour participer à ces courses-là. Mais, ouais, non, c'est ça, exact. OK, super. Puis sinon, sur le long terme, tu aimerais ça vraiment de gagner de plus en plus ta vie à faire de la course? Ouais, c'est un objectif, je pense, qui commence à devenir de plus en plus réaliste. Ouais, Euh, qui est en train de se concrétiser, là. c'est ça. Tu sais, je t'en parlais un peu avant le podcast que ce que je réalise actuellement, c'est que
pour que ça soit possible dans les prochaines années, il va peut-être falloir que je fasse aussi quelques courses en dehors de la série Coupe du monde, parce que la série Coupe du monde, c'est une série qui est pas très connue en Amérique du Nord. Puis vu qu'ils ont gardé un peu l'aspect old school, là, ben, il y a très peu de médias qui couvrent ces événements-là. Fait que ça fait en sorte que ben, en Amérique du Nord, si moi je vais dire à un commanditaire que j'ai gagné la course Hochfeld-Berglauf en Allemagne, ben, tu sais, eux, ça n'a pas vraiment de valeur pour eux. Fait Ouais, ouais, que ouais. ce que je commence à réaliser, que va peut-être falloir que, tu sais, aussi que je me lance là, sur quelques autres courses, on va dire, plus populaires, qui, à mon avis, ne sont pas si significativement plus compétitives, mais simplement qu'il y a plus de médias qui couvrent les événements. Fait que ça pourrait être, mettons, des courses de la Golden Trail Series ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, ben, puis la Golden ont quand même des formats courts Ouais, aussi. c'était pas mal pour ça que je disais ça. Ils ont quelques courses qui, je pense, me conviendraient quand même bien, dont Sierre-Isnal. En fait, Sierre-Isnal qui est l'exception. En fait, c'est une course qui fait à la fois partie du circuit Golden Trail Series et la Coupe du monde. Fait que ça, l'année prochaine, c'est une course qui m'intéresse beaucoup, là. Mais corrige-moi si je me trompe, là, mais je crois que la Golden Trail Series ils ont l'équivalent d'à peu près un demi-marathon de trail. Oui, généralement, c'est des courses pas mal tous entre 20 à 42 km. Parce qu'ils ont aussi, je pense, le marathon du Mont-Blanc qui est 42 km, qui, OK. si je me trompe pas, c'était la plus longue cette année. Mais oui, effectivement, c'est quand même des formats. En fait, c'est un peu ironique là, parce que je viens d'ultramarathon, là, mais c'est des formats un peu longs pour moi actuellement. Ouais, Mais ouais, c'est ouais, ouais. quand même des formats sur lesquels je pense que je serais capable d'être compétitif, je pense. OK, super. Puis, est-ce que tu penses que l'expérience de cette année va t'aiderait en fait sur ce format-là? Ouais, ah oui, ça c'est clair. Ça, c'est clair. L'expérience puis la confiance que j'ai acquise aussi. Là, je pense que je suis vraiment plus intimidé par d'autres coureurs. Puis je pense que je sais que j'ai ma place là, sur le circuit international. Fait que ça, je pense que ça l'aide énormément. Mais l'expérience aussi, tellement, là, tu sais, vu que j'ai eu tellement de courses, tu sais, j'ai eu des courses, c'est comme la course en Espagne que j'expliquais plus tôt, où c'est que bon, ça part vraiment mal, mais même si ça part mal, ça ne veut pas dire que la course est finie. Tu sais, tu peux quand même tourner ça en bonne course. Mais c'est ça, juste beaucoup d'expérience à justement. Il faut que tu partes vite dans ces courses-là. Il faut que tu sois capable de regarder ce que les autres font, d'être capable de décider est-ce que je suis telle attaque ou pas. Fait que ça, je pense que c'est de l'expérience qui va définitivement m'aider pour n'importe quel type de course que je fais. OK, OK, super. Puis là, tu as déjà quand même une coupe de sponsors qui t'aident. T'as Morel, je crois. En fait, j'ai seulement Merrell pour le moment. Ouais. OK, Mais OK. qui ont été un excellent commanditaire. Ça a été. En fait, je suis avec eux depuis l'année passée. Puis, en fait, c'est surtout pour le genre de course que je fais, là. C'est vraiment les produits, en fait, les souliers particulièrement, là. Ils ont un modèle qui s'appelle le Skyfire 2. Puis, ça a été vraiment littéralement le soulier parfait pour les kilomètres verticales. Puis je l'ai vu en fait sur le circuit. Les quelques athlètes qui n'étaient pas commandités, bien, il y en a beaucoup qui utilisaient ce soulier-là aussi. Fait que ça a été un peu un drôle d'hasard parce que quand j'ai signé avec eux l'année passée, je ne savais même pas que j'allais éventuellement faire ce genre de format de course-là. Mais OK. finalement, ça a donné que c'est comme la compagnie parfaite pour le genre de course que je fais. Fait que non, c'est ça, c'est mes rêves pour le moment. Puis c'est ça, je travaille à potentiellement en avoir d'autres là, cet hiver. OK, OK, excellent. Puis, c'est quoi la particularité d'un bon soulier pour faire du vertical? Vraiment léger. Faut que ça ait une bonne grip parce que même si c'est pas trop technique dans beaucoup de cas, vu que c'est vraiment à pic, ouais, c'est difficile à expliquer, mais vu que c'est vraiment à pic, tu as vraiment besoin que ton soulier grip à chaque pas parce que si tu glisses un petit peu par en arrière à chaque enjambée, ben, premièrement, c'est juste vraiment frustrant, mais tu vas juste perdre beaucoup d'énergie à faire ça. Fait que vraiment la bonne grip, ultra léger. Les Skyfire 2, justement, là, c'est des souliers, je veux dire, tu les prends dans tes mains puis ça pèse absolument rien. Fait que ça, c'est vraiment les deux caractéristiques là, vraiment principales. Puis ça, je pense qu'ils ils ont une semelle Vibram qui est comme connue pour être la semelle. C'est rare que tu retrouves une semelle Vibram sur un soulier autant léger. Fait que je pense que c'est ces deux facteurs-là ensemble là, que c'est comme le combo parfait pour des courses verticales. OK. Puis, j'imagine que c'est des souliers plus minimalistes. Ouais, effectivement, c'est ça. OK. Il y en a qui vont les mettre pour comme des marathons et plus. Personnellement, je C'est plutôt mettrais plus rare. ça en bas de 20 km. OK, OK. Puis,
Par curiosité, est-ce que les Oka, c'est populaire dans ces courses-là? Ben, c'est difficile de vraiment savoir qu'est-ce qui est populaire parce que justement, la plupart des athlètes sont commandités. Fait que c'est comme, ils vont juste Ah porter oui, oui, des oui. souliers. Mais, ouais, eux qui sont pas Mais sûrement commandités, moins qu'en ultramarathon. Là. ouais, Quand je me présente à, je sais pas, au Vermont 100, 70% des gens ont des Oka, puis ce qui est normal parce que c'est des souliers coussinés que ouais, tu veux pour ces exactement. Mais distances-là. je sais qu'Oka, ils ont quand même quelques modèles. Ils ont comme le Hoka Zinal 2 ou le Zinal 1, qui est comme un soulier un petit peu plus minimaliste que je connais quelques coureurs qui ont couru avec. Euh, ouais, mais Mais moi, écoute, c'était vraiment juste par curiosité. ouais, mais non, c'est définitivement c'est pas autant populaire qu'en Ben, ultramarathon, ça c'est c'est certain. ça, parce que Oka, c'est un peu le contraire. Là. C'est plus des maximalistes qui font. Là. Puis en Europe, tu as des marques que je pense qu'en Amérique du Nord, on connaît très peu, mais qui se spécialisent vraiment dans la course en montagne. Je pense qu'il y a une marque qui s'appelle Scarpa, Oui, qui est très populaire sur oui, ils font des ils super font les- bonnes bottes, entre autres, là, mais exact. ouais. Ouais. Puis sur les courses verticales, il y en a beaucoup qui vont porter ça. La Sportiva, c'est bien populaire aussi. Ouais. Euh, Normal, la course la compagnie de Kylian Jornet commence à devenir quand même un petit peu plus populaire. Salomon aussi sont bien populaires. Ouais, c'est pas mal ces marques-là qui dominent. OK, OK, super. Puis, quel endroit qu'on peut te suivre? Instagram, Facebook? Euh, Instagram puis Strava, je dirais principalement. OK, Strava, parfait. c'est juste parce que je mets tous mes entraînements là-dessus, fait que j'ai comme l'impression que ça fait le plus de sens. Fait que Euh, les geeks de course, Strava, c'est la place à ouais, te suivre. ouais, Strava puis Instagram, ça serait ça. OK, OK, excellent. Puis, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2024? Ben, pas mal, pas de blessure encore une fois. Je pense que OK. cette année, j'essaie vraiment de. Tu sais, je pense que je réalise vraiment à quel point j'ai été chanceux de ne pas avoir de blessure. Puis c'est ça qui m'a permis, en fait, de pouvoir faire autant de compétitions, là, parce que je réalisais très bien, tu sais, dans les années passées, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des blessures, puis qu'à cause de ça, ben, ça scrape, mettons, 2, 3 mois de course ou d'entraînement. Puis j'étais vraiment quand même anxieux au début de l'année de dire, man, imagine, je suis en Europe, là, puis hey, j'ai une tendinite là, au genou, puis je suis pas capable de courir. Là. Hey, ça serait terrible. Là. Tu sais, ça serait vraiment plate que ça arrive, puis ça m'est pas arrivé du tout de toute l'année. J'ai pas été malade une fois pendant mes compétitions. Fait que vraiment, knock on wood, là, j'espère que ça va être la même chose pour l'année prochaine. Là. Puis, qu'est-ce que tu penses qui a été la clé que tu n'as pas eu de blessure? Ben, il y a le fait que tu Euh, disais qu'il y a moins d'impact avec les ouais. descentes aussi, hein? C'est vraiment ça. C'est pas mal tous mes entraînements d'intensité. La grande majorité de mes courses étaient en montée, fait que moins d'impact, moins de chances de blessure. Puis aussi, comme je disais, le fait que je faisais vraiment attention, là, surtout dans la journée ou les 2 journées après chaque compétition, de vraiment, à part le petit entraînement que je faisais, de juste me reposer le plus possible. OK, super. Ben écoute, Rémi, merci beaucoup de ton passage sur le podcast. Bonne continuité avec tes Estrie. Fait qu'on va vous suivre sur Instagram. Bien hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient. Ben, merci à toi, Jeff. Puis ben, ouais, heureusement, j'espère qu'on va pouvoir justement se voir sur une de nos courses cet hiver. Ouais, clairement, clairement. Puis c'est sûr que je vais y aller. L'an passé, j'avais fait celle de Bolton, je crois, là, mais je Saint-Étienne de devrais Bolton, pouvoir ouais. Ouais, c'était la deuxième étape. Ouais. Ouais, je devrais pouvoir y aller plus souvent cette année, là. All right. Yes! Hey, merci beaucoup. Yes. Merci à toi. Yeah.